Info, talk, van, avant l'info, avec Arnaud. Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'info avec Arnaud, très heureux de vous accueillir comme tous les jours. Notre invité d'aujourd'hui a écrit un livre, Journal intime d'un touriste du bonheur, aux éditions La Martinière. Il est également très connu sur les réseaux sociaux avec les anti-sèches du bonheur. Notre invité s'appelle Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan. Bonjour Arnaud. Touriste du bonheur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est heureux mais on le reste pas, il faut toujours faire un aller-retour entre le bonheur et le malheur? Je crois que de toute façon, le bonheur c'est un état qui est impermanent. Il y a un sage indien qui s'appelle Sri Sri Ravi Shankar qui dit... Alors oui, juste un truc, pendant toute l'émission il y aura beaucoup de sages indiens avec des noms à coucher dehors parce qu'il y en a plein dans le livre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sri Sri Ravi Shankar. Sri Sri Ravi Shankar. Il dit qu'on éprouve tous de la colère, de la tristesse, du stress. Mais la grande différence entre les personnes qui font pas de travail et les personnes qui font un travail sur elles-mêmes, c'est la durée et l'impact de ces émotions. D'accord. Donc de toute façon, le bonheur est impermanent. La question, c'est combien de temps est-ce qu'on reste bloqué dans son stress, dans son angoisse, dans sa colère, et avec quelle facilité est-ce qu'on arrive à en sortir? Le bonheur est un état. On ne peut pas rester constamment heureux. Non, c'est pas possible. Déjà, notre système nerveux, il marche de façon différentielle et il s'adapte à toute nouvelle chose. Si tu vas en prison demain, ça va te paraître là horrible, mais tu vas t'y adapter. Il y a des études qui montrent que si tu deviens tétraplégique, ça va être très difficile. L'émission va être très très gaie, hein, je vois que des trucs comme ça. Non, mais c'est gai de se dire que quand il nous arrive quelque chose de tragique, on peut s'y adapter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand il nous arrive des choses très très bonnes, on s'y adapte aussi. Peut-être qu'un jour, toi, tu rêvais d'animer des émissions de radio, que c'était un rêve pour toi. Et aujourd'hui... Je suis sur Radio Chalam. Pardon. Non, mais aujourd'hui... J'ai raté ma vie. 40 ans, j'ai raté ma vie. Non, mais les bonnes choses qu'on a dans nos vies, on a tendance à s'y adapter. C'est ça. Ouais. Ça, c'est de l'ordre du fantasme. C'est quand on s'adapte à un bonheur, c'est ce qu'on appelle un fantasme réalisé. Oui, tu pourrais dire ça. Moi, ça me fait penser à une prière, à la prière de Dayenu. On dit merci à Dieu. Si tu nous avais seulement sorti d'Égypte, mais que tu nous avais pas donné que les commandements, ça nous aurait suffi. Et c'est cette idée en fait qu'on a besoin de pratiquer ce Dayenu, parce que sinon on a tendance à prendre tout pour acquis. Et le bonheur, c'est réussir à ne pas prendre les choses pour acquises. C'est réussir à voir la chance de ce qu'on a. Le problème, c'est que notre cerveau, il s'adapte. Et donc, une des clés du bonheur, c'est de pratiquer la gratitude, c'est de pratiquer le Dayenu et de se rappeler constamment les bonnes choses qu'on a dans nos vies. De dire merci systématiquement pour justement se rappeler qu'avant, c'était moins bien et que le bonheur actuel peut ne pas durer, donc il faut en profiter pleinement. C'est pas que le bonheur actuel peut ne pas durer, c'est qu'il ne va pas durer. Le bonheur actuel ne va pas durer, rien ne va durer. Toute forme est impermanente, tout est amené à changer. Toutes les choses qu'on aime, toutes les formes, toutes les personnes, toutes les relations, tout va partir. On va retracer un peu ton histoire. Donc tu étais avocat à New York, tout allait bien, tu avais une vie extraordinaire, et puis du jour au lendemain, t'en as marre. Ouais. Tu dis qu'à un moment donné, tu peux plus être sous pression constamment et d'être limite l'esclave de ton patron. Ah ouais, mais j'avais pas une vie extraordinaire. J'avais une vie qui, de l'extérieur, pouvait paraître peut-être pour certaines personnes comme extraordinaire parce que j'avais une belle situation, parce que je gagnais beaucoup d'argent, parce que je me baladais en ville, en limousine et que j'allais dans des grands restos, etc. Mais j'ai compris que c'était pas ça le bonheur en fait. Et donc, dès le début, j'étais malheureux. Mais le problème, c'est que je savais pas quoi faire. Je savais pas comment me sortir de ce truc-là. Et c'est arrivé à un stade où c'est devenu tellement insupportable que j'ai tout arrêté et j'ai tout plaqué. Mais effectivement, quelque chose que j'ai ressenti moi dans ce monde-là, et je pense pas que c'est partout comme ça dans ce monde-là, mais dans le cabinet dans lequel j'étais, avec les personnes avec qui je travaillais, il y avait un peu ce côté « tu m'appartiens ». Tu racontes même qu'à un moment donné, donc il est 3h du matin, tu travailles et que ton patron arrive et se sert dans tes sushis en te regardant droit dans les yeux, en mangeant et en te disant limite « tu m'appartiens ». Tes sushis m'appartiennent et t'es une merde en fait. Ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup de personnes dans la génération d'avant qui, pour arriver à devenir associés, devenir partenaires dans des banques, dans des cabinets, ont dû sacrifier énormément de choses. Et ont dû faire face à une vraie sorte de violence sourde qui peut exister dans ce monde-là. Parce qu'on est très poli et tout, mais il y a une forme de violence dans le travail que je te donne, quand je te fais revenir, etc. Et il y a un côté chez certaines personnes qui l'ont mal vécu, de bon, moi je l'ai vécu, maintenant je vais le faire vivre aux jeunes. Et toi, faire du yoga, faire de la méditation, donner des conseils de
bonheur, c'est quelque chose que tu avais envie de faire dès le départ? Non, c'est venu après. C'est ce que j'avais envie de faire quand j'ai quitté la profession d'avocat, c'était faire quelque chose de créatif, faire quelque chose où j'aurais pas vraiment de patron, où je pourrais moi-même décider ce que j'allais faire, et si possible faire quelque chose qui allait faire du bien aux gens. Mais je savais pas exactement quoi. Tu sais, dans la pensée indienne, et là c'est encore avoir un mot un peu farfelu, il y a ce concept de dharma. Ouais. Et Ça va encore. Tu es dans ton Dharma Institute, c'est dans Lost, je sais ça. C'est pour ça que c'est dans Lost. C'est pour ça qu'il dit namasté à chaque fois. Ah d'accord, pardon, autant pour moi. J'ai pris le problème à l'envers. Comme souvent d'ailleurs. Tu es dans ton dharma quand tu es à l'intersection de ce dans quoi tu es bon, ce qui te passionne et ce qui apporte quelque chose de positif à la communauté. Toi par exemple... C'est mon dharma ici. T'es dans ton dharma, non? Ouais, avec clairement. T'as l'air d'être dans ton dharma. Ouais. Moi j'étais pas dans mon dharma quand j'étais avocat parce que j'étais pas mauvais dans ce que je faisais, mais ça me passionnait pas. Et ce que ça apportait à la communauté, de réduire la masse fiscale des plus grosses entreprises du monde, je sais pas ce que c'était vraiment l'apport à la communauté. Et donc j'ai cherché quand je suis parti de là, et je suis parti en Californie, j'ai repris mes études, j'ai fait de l'entrepreneuriat, je me suis lancé un peu dans le monde des startups. Et c'est en fait en découvrant une lecture Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, New Earth, que j'ai compris en fait pourquoi j'avais été malheureux, ce qui m'avait manqué dans ma vie, pourquoi j'avais pas réussi à accéder à l'instant présent. Et quand je me suis rendu compte de ces choses-là et qu'on ne me les avait pas apprises, c'est là que j'ai eu cette envie immense de les partager avec les autres. C'était pas une envie préméditée, c'est un truc qui s'est passé avec la vie. Le livre commence au moment de ton départ en Inde. Tu décides donc de faire une retraite Vipassana. Alors, en 2 mots, retraite Vipassana, je sais pas si vous avez vu les pires films de prison américaine, genre haute sécurité, ça y ressemble un peu quand même, parce que donc tu es assis par terre pendant toute la journée, tu médites, t'as pas le droit de parler. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige quelque chose d'aussi, on va dire, important? Je crois que c'est une grande question philosophique que tu poses là, Arnaud. Vous avez 4 heures. Ouais, non, mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige des choses? Pourquoi est-ce qu'on se met une discipline? On fait ces choses parce que c'est ce qui nous permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Je crois qu'on aspire tous quelque part à être plus créatif, à être plus dans l'amour, à réussir à mieux donner autour de nous. Et pour ça, il faut un travail. Si on passe sa journée à être assis sur son canapé, à regarder des séries, à manger des sucreries... je veux dire, on n'avance pas, on ne devient pas une meilleure version de soi-même. No pain, no gain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment souffrir pour être meilleur. Alors, je ne veux pas non plus dire ça. Je pense qu'il faut un peu des deux. Il ne faut pas avoir peur de ressentir de la douleur à certains moments, mais il ne faut pas non plus être maso. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la facilité. Là, il se trouve que Vipassana, c'est pas un truc facile. Ah, c'est sûr. Et combien de temps? 10 jours. C'est 10 jours. Tu médites 10 heures par jour. Tu es dans le silence total. T'as le droit de parler à personne, t'as le droit de prendre aucune note, t'as le droit de regarder personne dans les yeux. Et c'est un truc où, en fait, si tu veux, un de nos plus gros problèmes à tous, à nous 4 ici, mais à tout le monde, c'est quoi? C'est qu'on se ment terriblement à nous-mêmes. On se ment sur de nos problèmes, sur nos envies, sur nos relations, sur nos croyances, sur nos addictions, enfin sur tout. On est globalement tous en déni. Quand tu fais une retraite comme ça, tu te prends tout en pleine gueule. Ah bah t'as le temps, oui. Parce que c'est ça. Parce que t'es 10 heures par jour avec toi-même pendant 10 jours. Ouais, je le dis sans ironie. Hein. C'est ça. Et donc t'es obligé de faire face. Et t'es obligé de regarder quels sont les mensonges. Regarder qu'est-ce qu'il y a qui limite ma vie aujourd'hui que j'ai pas envie de voir. Et ça te permet d'avancer. On est face à soi-même. Ah ouais, on est. Mais pour moi, le Pas en vrai, si je peux me permettre, le vrai sujet du livre, c'est le temps. C'est le temps qu'on n'a pas quand on travaille tout le temps. Et c'est le temps qu'on récupère, parce que même si la journée est la même pour l'époque où tu étais avocat et l'époque où tu étais en retraite, la journée est toujours 24 heures, mais le temps n'a plus rien à voir. Quand on est assis par terre à méditer, les 24 heures, elles passent différemment, hein, j'imagine bien. On peut entre guillemets, se parler à soi-même tout ce qu'on ne sait pas parler pendant des années. Le temps, c'est la clé. Hein. Prendre le temps d'être seul même. Aujourd'hui, on prend pas le temps. On prend le temps de rien. Non. Tout va vite. On est constamment en train de s'anesthésier le mental avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec des séries, avec du sucre, parfois avec des drogues. Oui, malgré tout, tu des utilises quand même ces moyens. En fait, tout est question d'équilibre. Si tu prends les réseaux sociaux, par exemple, comment est-ce que j'arrive à m'en servir comme un outil et dans quelle mesure est-ce que l'outil peut peut-être devenir le maître? Ça, c'est vrai, mais avec tout. Le sexe aussi. T'en parles beaucoup. On parle beaucoup de sexe. De sexe. Ah bah le livre m'intéresse du coup. Ouais, Attendez, les gars.
Bien sûr, je parle de sexe parce que c'est pareil. Le sexe, c'est une énergie. Et c'est pas une énergie qui est négative ou qui est forcément positive. Ça dépend comment tu t'en sers. Comme les réseaux sociaux, comme énormément de choses, comme l'argent. L'argent, ça n'a rien de négatif, ça n'a rien de positif. Mais tu peux t'en servir de façon positive et tu peux t'en servir de façon négative. Le sexe, c'est la même chose. Le sexe, ça peut être un outil de partage, un outil de connexion, un outil d'évolution. Mais ça peut être aussi vraiment l'exutoire de tous nos vices et de toute notre hargne et de guerre, et de la guerre. Choses. Mais oui. Avec la méditation, avec les entre guillemets prières que tu as pu faire, voir d'Inde, tout ça, est-ce que tu as retrouvé parfois dans la méditation juive quelques entre guillemets saluts, quelque chose qui pourrait être amené à ressembler à tout ça? La méditation que je pratique, c'est une méditation qui est enseignée par des Indiens, mais qui est laïque. D'accord. Donc, c'est pas une méditation qui religieuse dépend de quelque religion que ça, mais tout ce travail que j'ai fait et dont je parle dans le livre, il me ramène, et je sais pas si ça répond vraiment à tes questions, mais il me ramène à beaucoup de valeurs que j'ai explorées dans le cadre de mon éducation juive. Dayenu, c'est l'importance de la gratitude. Bien sûr. Ce que j'ai étudié depuis, c'est l'impact neurologique de la pratique de la gratitude. En gros, on sait aujourd'hui que si tu pratiques Dayenu quotidiennement, tu vas faire du bien à ton cerveau. Forcément. Alors, juste un truc, pratiquez Dayenu, mais pas obligé de manger de la matzah. Hein. Vous pouvez juste pratiquer Dayenu, vous inquiétez pas. Toute la prière, enfin, pour en revenir, on va croire un peu que je suis obsédé par ça, mais un peu quand même. La prière, pas spécialement juive, hein, mais la prière en général, ça n'est que de la gratitude envers un éventuel, pour ceux qui croient, créateur. Oui, c'est ça, et c'est ça la différence. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la spiritualité et la science se rejoignent pour dire que la gratitude est essentielle à notre vie, à notre condition humaine. Mais ce que dit la science contemporaine, elle dit c'est bien de dire merci Dieu, merci la vie, merci mes parents, merci ma famille. Mais si on veut vraiment avoir un impact neurologique, il faut dire spécifiquement genre merci pour le délicieux sandwich banh mi que j'ai mangé juste avant de venir, merci pour le super week-end que j'ai passé à Lisbonne avec mes copains. Et quand tu fais ça, en fait, tu renforces les réseaux de neurones dans ton cerveau qui vont te créer des pensées positives, des pensées de bonheur. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau est composé de milliards de neurones et que à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones. À chaque fois que j'active une pensée, j'active le réseau de neurones correspondant. Mais à chaque fois que j'active une pensée, je le renforce, ce réseau de neurones, et donc j'augmente la probabilité qu'il s'active par lui-même dans le futur. Et ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune pensée qui est anodine. Ouais. À chaque fois que j'entretiens une pensée, non seulement je suis en train de m'affecter dans l'instant présent, mais je suis en plus en train d'envoyer à mon cerveau le signal de s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur. Et donc c'est ça en fait ce que vient ajouter la science contemporaine par rapport à Dayenu. C'est pas juste merci la vie. Bien sûr. C'est d'être spécifique. Et juste pour conclure sur ce point, c'est très simple. Si on veut vraiment profiter de ça et de cette découverte neurologique, il suffit de tenir un carnet de gratitude. Moi, tous les soirs, dans un petit carnet, j'écris pendant 3 minutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissant, les choses spécifiquement. Si on n'a pas le temps de le faire, même le faire à l'oral. Ça, une fois de plus, ça a un côté limite religieux. Mais oui. Le fait de remercier comme ça, avant de se coucher, en se réveillant. En se réveillant dans la religion juive, on remercie Dieu de nous avoir réveillés. Modéani, exactement. Oui, bien sûr. Mais la différence, et ça c'est une différence qui est importante, c'est que quand tu dis merci Dieu, c'est un merci général. Quand tu fais ton cahier de gratitude, c'est tous les jours différent. Mais est-ce qu'il faut le dire face à la personne ou juste le carnet suffit? Et il dit dans sa douche, tu crois qu'il y a tout le monde dans sa douche le soir? On sait pas, on connaît pas sa vie, tu n'as pas lu son livre encore. Tu n'as pas lu son livre. Il y a du monde dans sa douche parfois. En Inde, il prend pas une douche tout seul. Quand il en prend, parce que ça c'est pas tous les jours. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que Dieu, on l'externalise, mais en réalité, Dieu est en nous. Donc en se disant merci, on remercie Dieu. Il faut vraiment se traiter en première classe. C'est la leçon de ton livre. Pensez à soi aussi. Mais c'est ça, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que le divin, et comme tu dis, il est en chacun de nous. Et quand tu dis namasté, ça veut dire j'honore le divin qui est en toi. Et dans quelle mesure est-ce que je suis capable de regarder quelqu'un qui est énervé, qui est irrité, qui vient m'agresser, et au lieu de lui dire va te faire foutre, de regarder, bien sûr de me protéger s'il y a un truc et tout, mais de regarder et de dire si cette personne elle est comme ça, c'est qu'elle est en souffrance. Et je vais essayer d'avoir de l'empathie pour la souffrance de cette personne, plutôt que de me dire il m'embête. Il y a un des accords Toltec qui dit ne prends pas les choses personnellement. Donc si la personne est énervée face à toi, c'est qu'il est peut-être énervé contre lui-même et pas contre toi. C'est ça, et que ça n'a sans doute pas grand-chose à voir avec toi, mais pourtant c'est un grand
un grand enseignement. On parle de religion et spiritualité, c'est une question que je traite dans le bouquin. À quoi ça sert la religion et c'est quoi la différence entre la religion et la spiritualité? La pratique obligatoire. Bah oui, mais enfin Ta vision de la religion est assez complexe. Pour résumer, tu es né dans une famille juive non pratiquante. Du jour au lendemain, il décide de te rapprocher du judaïsme en te faisant fréquenter certains clubs de vacances. Alors à un moment donné, il y a... de jeunesse. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu racontes que t'es à Shalom Lazir et que ta mère, elle t'a préparé un sandwich au jambon. Donc on va... C'était, je crois, les plus grosses hontes de ma vie. J'étais terminé, au bout d'une heure, on s'est rendu compte que j'avais un sandwich au jambon. C'était la fin de la colo pour moi. J'en ai voulu à ma mère pendant des années. Et plus tard, tu rencontres quelqu'un qui s'appelle donc Jérémy, qui va être pour toi un déclencheur religieux. Tu vas vouloir vraiment donc aller dans la religion et puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu recherches. Ouais, j'avais une quête spirituelle. Je cherchais quelque chose sans trop savoir quoi. Je l'ai cherché dans la religion. Et donc quand j'ai été voir Jérémy et je lui ai dit, s'il te plaît, on fait déjà Kippour à la maison, on fait Rosh Hashanah. Grâce à toi. C'est moi qui ai amené à la maison ouais. La pratique des fêtes. Je faisais pas Pessar et je rencontre Jérémy, je suis jeune ado, je dois avoir 14 ans, 15 ans, et je dis j'aimerais bien faire Pessar. Est-ce que tu peux m'apprendre comment on fait Pessar? Et alors il me montre des dépliants, il m'explique comment il faut brûler le Hametz, il faut le vendre à des non-juifs, il faut faire toutes ces choses et tout. Et donc moi j'amène ça à mes parents qui sont quasi laïcs et qui m'envoient promener. Et qui me disent mais t'es gentil, mais nous on veut bien célébrer quelque chose, on veut bien... Mais si t'as plein de règles avec plein de petits détails matériels et qu'il n'y a pas de sens pour nous, c'est pas possible. Et donc moi là, à ce moment-là, je suis en crise. J'ai pas envie d'être un sous-juif, mais mes parents, ils voulaient pas faire la fête de cette façon-là. Et donc ça m'a obligé à inventer une nouvelle façon de faire Pessar. Et parce que Pessar, c'est vraiment la fête où il y a plus de règles. Parce qu'il y a tellement de règles. Il y a plein de règles, mais paradoxalement, c'est la fête de la liberté. Paradoxalement, une fois de plus, quand tu fais la retraite dont je me souviens plus le nom exact, Vipassana en Inde, c'est aussi des règles très strictes. Oui, sauf que moi je suis capable de toutes les expliquer, les règles de Vipassana. Mais comme un rabbin peut t'expliquer une par une celle de Pessar. Moi, il y a certaines choses qui vont me paraître un peu archaïques. La vérité, Yoann, c'est que elles sont très simples, les règles de Vipassana. C'est vraiment juste, t'es dans le silence, t'écris pas, tu parles pas, tu te concentres sur ta respiration. Voilà les règles. C'est pour revenir à ce que tu disais aussi sur les règles et la liberté. Bien Justement, sûr. en te mettant ces règles-là que tu vas découvrir mais une grande liberté. il me semble que c'est Spinoza qui disait que les règles, c'est la liberté. Si c'est pas Spinoza, tu vas il m'entendre. me semble que c'est Spinoza. Parce que souvent, il nous dit genre c'est Spinoza, mais nous, on vérifie pas. Eh On ben, le vérifie. vérifie. Et là, je vais les vérifier. Vérifie. Ce livre est, encore une fois, c'est passionnant. Journal Et surtout intime. très, 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 si je peux me permettre, d'actualité. Arriver, par exemple, on va se dire, à faire 5 minutes de méditation, puis le lendemain 6, puis le lendemain 7, et arriver à 10, et arriver à 12, et tout, c'est un tel luxe que ça n'a pas de prix. C'est un luxe et en même temps, c'est pas un luxe du tout. Ce qu'on sait aujourd'hui de toutes les études sur la méditation, c'est que c'est essentiel. Ah, mais c'est essentiel, je suis d'accord, mais ça reste un luxe de temps passé. Du cerveau. Au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Au début du 20e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et au début du 21e siècle... Je fais ni l'un ni l'autre, moi. Mais t'es encore au 19e siècle. Et au début du 21e siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. On sait que, surtout avec les vies archi-connectées qu'on a, c'est une hygiène qui est essentielle. Et le truc, c'est que il faut décider de le prendre, ce temps. Il y a une pensée bouddhiste qui dit si tu as le temps, médite 20 minutes par jour. Si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est l'idée de ton livre. Parce que ça te libère du temps. Parce que si tu sais méditer, si tu sais te servir de ton mental plutôt que le laisser servir de toi, tu vas réussir à mieux séquencer, tu vas réussir à mieux organiser ton mental et tu vas gagner énormément de temps. Et aujourd'hui, après ce grand voyage initiatique, tu en es où dans cette quête de spiritualité au quotidien? Je suis toujours en chemin. Je médite, je pratique la gratitude, j'essaye de bien manger, j'essaye de prendre soin de mon corps. Mais bon, comme tout le monde, on a des succès, on a des échecs. Comment toi tu traites personnellement les écarts? On revient à ce qu'on disait au début, c'est que tout est question d'équilibre. Si tu te bouffes toute une plaquette de chocolat... Tu te flagelles pas, quoi. Mais surtout pas, c'est encore pire. Le pire, c'est la culpabilité derrière. Donc il faut déjà être honnête avec soi-même. Pas faire en cachette, ni en cachette de soi-même et se mentir et tout. C'est le plus important. De trouver un bon équilibre et de pas être trop dur avec soi-même parce que ça, c'est un trip d'ego.
c'est le perfectionnisme qui tue la perfection. Si on a des écarts, on a des écarts. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus être trop indulgent. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre grande indulgence et discipline trop stricte. Le livre de pop coaching, il y a plein de références pop culture et moi ce que j'aime aussi c'est que tu donnes accès justement à certaines personnes du développement personnel à ta manière et c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui n'ont pas encore mis un pied dans le développement personnel ou ceux qui justement veulent comparer leur chemin à celui de quelqu'un d'autre. C'est le journal intime d'un touriste du bonheur par Jonathan Lehman. Merci beaucoup, on a vraiment pris plaisir à le lire et à te recevoir. Merci beaucoup, merci Arnaud, merci Léa, merci Johan. Tu reviens quand tu veux, namasté. Namasté. Avant l'info avec Arnaud sur Radio Shalom.